Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette version entièrement digitale du World Forum 2020 intitulée Save the Last Chance, une invitation on ne peut plus claire à agir et à bâtir une économie résiliente et durable de façon urgente. Et au programme de cet après-midi, comment concilier activité économique, activité des entreprises et préservation de la biodiversité. L'invitation est formulée par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui organise cette séance. Nous commencerons par un état des lieux du vivant dans la région des Hauts-de-France, comme un exemple de ce qui se passe ailleurs sur la planète. Mais comme on est ici depuis Lille, eh bien on vous parlera des Hauts-de-France. Et on verra, le diagnostic est sévère, mais que quand elles existent, les actions de préservation volontaires portent leurs fruits et sont efficaces. Elles donnent en bref à espérer. Nous verrons ensuite avec 4 dirigeants d'entreprise, un golf, un bureau d'études, un fabricant de ciment et béton et une entreprise spécialiste de la nutrition des animaux d'élevage. Nous verrons ensemble leurs engagements pour la biodiversité, où ils en sont, quel est leur chemin, quels sont leurs retours d'expérience et quel atout ça représente pour eux au sein de leur entreprise de prendre soin de la biodiversité. À ce moment-là, si on est bon, vous devriez être convaincus et vous le savez, la spécificité du World Forum, c'est de proposer des solutions concrètes pour transformer les entreprises. On vous expliquera alors en fin de séance, autour de 15h20, si tout se passe bien, comment agir et s'engager avec le programme Entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité. Voilà les grandes lignes du programme de l'heure et demie qui arrive, au cours de laquelle vous pourrez réagir et contribuer via le chat. Donc n'hésitez pas, nous serons attentifs à vos questions pendant le déroulement des échanges, mais nous allons aussi réserver un temps d'échange spécifique si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que l'un ou l'autre de nos invités répondent. Ça sera autour de 15h10, on prendra le temps d'y répondre, mais donc vous pouvez aussi réagir en direct. Voilà pour le programme. Je me tourne maintenant vers Patrick Bertrand. Vous êtes directeur régional pour les Hauts-de-France de l'Office français de la biodiversité. Et je voudrais qu'on revienne avec vous sur les raisons et l'esprit de cette invitation aux entreprises à s'engager pour la nature. Pour le dire un petit peu autrement, au regard de ce qu'on peut lire quasiment chaque jour dans la presse à propos de l'érosion de la biodiversité, est-ce qu'il est encore temps d'agir et de s'engager ? Merci Monsieur Wolf pour ces questions très pertinentes auxquelles je vais essayer de répondre de manière séquencée. Bonjour à tous nos auditeurs, spectateurs. Malheureusement qu'on ne voit pas, vous êtes invisibles, mais on n'en doute pas, vous êtes bien présents. Juste si vous le permettez, 2 petits mots de présentation de l'Office français de la biodiversité, parce que c'est un organisme, un établissement public qui est arrivé dans le panorama administratif français au 1er janvier 2020, donc dans une année toute particulière. Et donc c'est un établissement public qui a comme mission principale d'accompagner les politiques publiques et surtout les acteurs dans les territoires pour agir en faveur de la biodiversité, de sa préservation, de sa restauration. Peut-être on peut mettre un diaporama. C'est à vous de le faire, oui, c'est vous qui avez la zapette magique. D'accord. Alors, est-ce que bon, alors on va attendre que votre diaporama apparaisse à l'image. Je dois réappuyer ou... Si vous avez appuyé une fois, on va considérer que ça va. On va attendre qu'il apparaisse à l'image. Je vous propose de poursuivre, ça devrait arriver. D'accord. Alors, c'est les principales actions portées par l'Office français de la biodiversité. Donc, la connaissance, la recherche pour développer de l'expertise sur les espèces, sur les milieux naturels, sur les usages et puis surtout sur les solutions qui sont à notre disposition. Donc, voilà, maintenant vous pouvez faire usage de ça. Voilà, à notre disposition pour agir en faveur de la biodiversité. Une deuxième action qui nous concerne, enfin qui nous mobilise tout particulièrement aujourd'hui, c'est l'appui aux acteurs et la mobilisation de la société. Pour dire plus simplement, c'est favoriser l'engagement en faveur de la biodiversité au travers de différents outils, des financements d'appel à projets, des reconnaissances d'engagement, des labels, mais aussi être sensibilisé, assurer des formations, être centre de ressources. Troisième action, c'est gérer des espaces naturels, notamment en Hauts-de-France, le parc naturel marin, Estuaire Picard, Mer d'Opale, qui est géré par l'OFB.
L'appui aux politiques publiques, aux côtés des services de l'État, des collectivités, donc pour les aider à définir ces politiques publiques et puis surtout les évaluer. Et puis enfin, une action très importante également pour cet Office français de la biodiversité, la police judiciaire aux côtés des procureurs de la République, la police administrative aux côtés des préfets, qui a une vocation à la fois pédagogique et répressive de temps en temps. La biodiversité est préservée par la loi et c'est un délit, voire je ne sais pas si c'est un crime, mais au moins un délit. Et donc, vous menez des enquêtes aux côtés de la police judiciaire. Donc, on fait appliquer le code de l'environnement et effectivement, beaucoup d'infractions relèvent du délit. Alors, ma deuxième question, c'était est-ce qu'il est encore temps d'agir ? Oui, alors j'y viens, effectivement, il est encore temps. Ce qu'on voit, c'est que l'Office français de la biodiversité est arrivé dans un contexte de sensibilisation, de prise de conscience croissante dans la société sur les enjeux liés à la biodiversité et au réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'expression, la préoccupation, les attentes des Français en matière d'environnement, en matière de santé, évidemment en ce moment, en matière de cadre de vie, cette expression-là est de plus en plus audible via les expressions politiques, via les sondages, mais aussi les comportements au quotidien et les actes d'achat. Parallèlement à cette expression citoyenne, on a la communauté scientifique qui ne cesse de nous alerter sur l'érosion de la biodiversité, mais aussi de nous proposer tout un ensemble de solutions. Alors, diapo suivante. L'érosion de la biodiversité, donc différentes causes. Donc c'est un peu petit, j'espère que c'est visible. C'est petit parce que l'écran de retour est loin, mais pour ceux qui nous suivent, celles et ceux qui nous suivent, c'est très bien. On peut s'approcher de l'écran. Donc les principaux facteurs d'érosion, je le rappelle assez rapidement, hein, c'est les changements d'usage des terres et des mers. Donc globalement, c'est l'artificialisation des sols, la bétonisation, la disparition des zones humides. Et aussi la fragmentation du territoire au travers des routes, des voies ferrées qui font qu'on a aujourd'hui des barrières écologiques qui, perturbent énormément les cycles de vie des espèces. Le pillage des ressources naturelles, on pense à la surpêche, on pense à la déforestation. L'effet domino des changements climatiques, j'y reviens pas, je crois que le sujet est fortement présent dans les médias. Les pollutions au sens large, que ce soit des pollutions chimiques, organiques, mais également, on pense moins aux pollutions sonores ou lumineuses, qui ont également de très gros effets sur la biodiversité. Et cinquième cause reconnue par le monde scientifique sont les espèces exotiques envahissantes. Le GIEC, l'IPBES, donc en fait c'est l'équivalent de ce qu'est le GIEC pour le réchauffement climatique, hein, donc l'IPBES pour la biodiversité, a publié un rapport très complet en mars 2019 pour nous alerter sur l'érosion de la biodiversité, mais aussi nous engager dans différentes solutions. Et je me permets de rappeler ici les propos de son président, Robert Watson, hein, qui indique que nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Un an après, en pleine période de confinement, WWF publie également un rapport qui indique que 68% au niveau mondial, 68% des populations de vertébrés ont disparu en moins d'un demi-siècle. Et le directeur de programme, Arnaud Gauffier, qui dit que la pandémie du Covid-19 doit être pour nous un signal d'alarme et nous invite, lui aussi, à changer notre rapport au vivant. Cette prise de conscience, évidemment, et heureusement, elle est également très présente dans le monde industriel. Pardon. Ah oui, non, vous l'avez fait, pardon. Je suis passé à la diapositive suivante. Vous maîtrisez à fond, pardon, je m'inquiète pour rien. Pas de souci. Donc cette prise de conscience est également bien présente au sein des acteurs du monde industriel. Et le schéma que je vous présente là, c'est un schéma classique, hein, force, faiblesse, opportunité, menace. Et on voit bien que dans la case du haut à droite, qui représente les menaces, ce qui est lié à la biodiversité croît fortement d'une année sur l'autre. Hein. Le premier cercle en bas
c'est 2018, deuxième cercle 2019, et le troisième cercle tout en haut, c'est 2020. Hein. Donc la perte de biodiversité est devenue l'un des 3 plus gros risques pour notre économie. C'est ce qui est dit dans le cadre du World Forum for Responsible Economy. Donc on voit bien que dans tout ça, l'homme est au centre du débat. Les sociétés humaines sont au centre du débat. En parlant de biodiversité, on parle de nous en premier lieu. Nous faisons partie du vivant, nous faisons partie d'une chaîne du vivant où nous sommes à la fois tributaires et acteurs. Ce serait, je veux dire, complètement illusoire de considérer qu'on peut se passer de la biodiversité, de tous les services écosystémiques que nous rend gratuitement la nature. De l'air, de l'eau, exactement. Des espaces verts qui font du bien la au cerveau. pollinisation, le stockage du carbone, tout, on sait tous que beaucoup de médicaments sont trouvés dans la nature. On sait l'importance des milieux naturels pour notre agriculture et donc pour le contenu de notre assiette, hein, et d'où toute l'importance de développer des principes d'une agroécologie, etc. Et sans oublier évidemment que la nature est source de bien-être et d'équilibre, et on l'a bien vu en période de confinement. Donc oui, Monsieur Wolf, il est temps d'agir. Et d'ailleurs, heureusement, et on ne serait pas là tous aujourd'hui si ce n'était pas le cas, il est temps de nous... Enfin, nous sommes des gens, beaucoup d'entre nous, engagés. Continuons à nous engager. L'engagement, c'est vraiment le maître mot, je crois, hein, qui nous réunit cet après-midi. On verra tout à l'heure, au travers de quelques exemples, que beaucoup d'actions sont déjà lancées. Et ça vaut le coup de s'engager parce qu'aujourd'hui encore, la nature nous a montré qu'elle pouvait faire preuve de beaucoup de résilience. Hein. Et donc, c'est efficace si on s'engage dans un processus respectueux envers les écosystèmes. Pour autant, il faut garder beaucoup d'humilité dans cette approche. Gardons à l'esprit que la biodiversité dont nous héritons s'est construite sur plusieurs centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force et la résilience de la nature. Mais c'est ce qui doit nous donner confiance dans ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ces solutions fondées sur la nature doivent être des guides, doivent être inspirantes. Elles sont performantes. Elle ne s'oppose nullement au développement économique de nos territoires. Au contraire, les co-bénéfices sont sociaux, économiques et environnementaux. Elles sont généralement pas très coûteuses. En tout cas, le rapport coût-bénéfice est particulièrement intéressant. Et surtout, elles peuvent nous apporter de la résilience, à nous, société humaine, par rapport aux changements d'environnement que nous connaissons et que nous allons continuer à connaître. Donc aujourd'hui, je fais appel effectivement à nous engager. Nous engager à plusieurs titres. D'abord, nous interroger sur nos modèles de société, sur nos modes de production, sur nos modes de consommation et sur notre relation à la nature qu'on ne doit plus considérer comme simplement une ressource, voire quelquefois une contrainte. Nous engager aussi à progresser ensemble, à partager nos réussites, nos fiertés. Nous engager aussi à faire que chacun d'entre nous s'intéresse un peu plus à la nature, découvre ou redécouvre la nature et de ce fait-là apprenne à l'aimer et donc de fait à la respecter. Et enfin s'engager à voir plus loin que quelquefois le court terme ou des approches trop autocentrées, et de façon à ce qu'on soit responsable, qu'on travaille pour les générations futures et dont nous sommes responsables. C'est tout le sens de la démarche engagée pour la nature, entreprise engagée pour la nature. Juste une toute dernière diapo, oui. Et on termine là, qui n'est pas de moi, qui m'a été donnée par mon collègue Mathieu Delaby, qui interviendra tout à l'heure. Hein, pour vous présenter le programme. Voilà, qui montre qu'on mesure depuis quelques années dans le monde industriel des investissements de plus en plus conséquents
en faveur de la biodiversité et des actions de plus en plus nombreuses en faveur de la biodiversité. Mais je ne rentre pas plus dans le détail. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Bertrand. Alors, je vais vous demander on parlait de biodiversité. Nous sommes face en ce moment à un virus auquel notre organisme n'est pas à fond, pas assez habitué, même pas du tout, on peut dire. Donc, vous allez nettoyer la petite zapette à présentation, à diaporama. Et je vais la prendre, du coup, et la passer à Lou d'Angreville, avec laquelle nous allons zoomer sur la situation de la biodiversité dans les Hauts-de-France, non pas parce qu'on serait un peu chauvin, quoique, hein, mais plutôt parce qu'on peut dire que c'est globalement une image de ce qui se passe ailleurs dans le monde, on vient de le comprendre. Donc Lou d'Angreville, vous êtes de l'Observatoire régional de la biodiversité. Attendez, je vais la prendre, voilà, hop. Et vous la passez, ça nous demande un petit peu d'exercice, voilà, c'est un petit peu un passage de relais. Comment vont les milieux aquatiques, les animaux, comment vont les végétaux dans la région? Le diagnostic est sévère, hein, on va le voir avec vous, pour Homo sapiens sapiens. Vous allez détailler ça, mais il y a aussi de vraies raisons d'y croire. Quand on prend soin de la nature, elle est capable d'une formidable résilience. Et on a besoin des deux. Tout à fait. Alors bonjour d'abord, et puis Bonjour. merci pour cette entrée en matière. Alors tout d'abord, un très bref mot sur l'Observatoire. Donc l'Observatoire est une association soutenue par 5 cofinanceurs, qui est l'OFB, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, ainsi que le Conseil régional et les 2 agences de l'eau du territoire Hauts-de-France. Donc ça fait pas longtemps qu'on travaille sur le territoire Hauts-de-France. Avant, nous étions Nord-Pas-de-Calais. Donc là, je vais vous présenter finalement les premiers résultats publiés à l'échelle des Hauts-de-France. Avant, vraiment, tous nos bilans étaient sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est une avant-première. Notre rôle en tant qu'observatoire, c'est justement de faire prendre conscience que l'érosion de la biodiversité n'a pas que lieu en Amazonie, en Australie et sur des territoires lointains, qu'elle nous concerne directement, nous, population des Hauts-de-France. Donc, faire prendre conscience à tout type d'acteurs, c'est-à-dire qu'on essaye de s'adresser à la fois à des élus, à des usagers, à du grand public. Et donc, on diffuse tout type, divers objets de communication qui peuvent être des vidéos ou des documents de vulgarisation, de sensibilisation, ou des documents plus techniques tels que celui que je vais vous présenter là et qui fait justement un portrait de la biodiversité régionale. Donc, libre à chacun de s'en saisir. C'est aussi l'idée de ces documents, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un groupe de pression, nous sommes un groupe scientifique, il n'y a pas de parti pris. Financé par de l'argent public pour mettre des données à disposition. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on met à disposition cette donnée-là et puis libre à chacun d'établir des politiques publiques, d'en prendre conscience et de changer à son échelle ses comportements. Donc, cette introduction faite, je vais commencer par le territoire de l'Observatoire, le territoire des Hauts-de-France. Donc, de par son histoire, de par sa position géographique, de par la richesse de ses sols et de par sa population, puisqu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes un des territoires les plus peuplés après Paris en France, la région Hauts-de-France est à la fois plus agricole, plus artificialisée, et plus boisée que la moyenne nationale. Comme l'a dit M. Bertrand, l'artificialisation pose un gros problème au niveau de la biodiversité puisqu'elle fait disparaître les habitats. Plus précisément, donc, l'artificialisation, pour donner un ordre d'idée, on essaye toujours, puisque effectivement, on a beau parler de surface en hectares, en kilomètres carrés, etc., personne ne se rend compte de l'artificialisation galopante. Et à l'échelle des Hauts-de-France, ça représente 1700 hectares, soit la ville de Douai qui disparaît tous les ans sous le béton. Donc que ce soit des routes, de nouveaux logements, de nouvelles zones d'activité, etc. Donc c'est énorme. C'est à l'échelle des Hauts-de-France. Hein. À l'échelle des Hauts-de-France. Il faut savoir que je crois qu'au niveau national, c'est un département tous les 10 ans, je crois. Tous les 7 ou 10. Moi, j'avais entendu 7, mais c'est déjà énorme aussi. Oui, c'est énorme. Mais c'est bien de rapporter aussi à l'échelle de son territoire pour se rendre compte et puis effectivement pour fixer les objectifs des politiques publiques. Il faut savoir ce qui paye le plus lourd tribut finalement à cette artificialisation, c'est les terres agricoles. Sauf qu'on sait que la région Hauts-de-France a les terres les plus riches d'Europe quasiment. Et donc finalement, on ampute un peu la possibilité de la région de pouvoir se nourrir à l'avenir.
L'eau est une autre problématique de la région, comme je l'ai dit, comme j'ai commencé la présentation, de par son histoire et de par sa population. L'eau est un enjeu fort dans la région de France, puisque nous partons de loin avec des cours d'eau pollués, avec des masses d'eau en très mauvais état. Ça s'améliore, mais il n'en reste pas moins que seulement 28% des cours d'eau sont en bon état écologique, ce qui est très peu, ce qui est très très peu. On retrouve surtout alors ce qu'ils appellent tout ce qui est hydrocarbures, HAP, alors je n'arriverai plus à vous dire. Hydrocarbures aromatiques polycycliques. Merci. Je vous en prie. Merci. Pourtant, la région de France abrite des merveilles de biodiversité. Nous avons une mosaïque de milieux très riche, à la fois par son climat, à la fois donc nous avons des massifs forestiers, nous avons un large littoral. Donc on retrouve une grande biodiversité. Donc à l'échelle de la région, c'est 64 espèces de mammifères terrestres. Mais il faut savoir qu'elle subit effectivement tout ce que je viens de dire, l'artificialisation, la fragmentation, les pollutions. Et donc, c'est à peu près 20% des mammifères terrestres, volants et mammifères marins qui sont menacés à l'heure actuelle, avec 3 espèces qui ont disparu. Alors, le loup, le vison d'Europe et la loutre. Après, on sait très bien que des espèces qu'on considérait comme communes sont en voie de disparition, c'est-à-dire qu'on a eu pendant longtemps tendance à observer les espèces les plus rares et puis à constater leur disparition. Et finalement, on s'est peu intéressé à des espèces comme les hérissons, et les hérissons sont en train de se casser la figure. C'était le titre d'une de vos slides, la nature ordinaire est en train de disparaître. De disparaître, tout simplement. On passe à un autre groupe, les oiseaux. Alors les oiseaux sont étudiés depuis très longtemps, donc on a une très bonne connaissance des oiseaux. Donc c'est 171 espèces d'oiseaux. À l'heure actuelle, à l'échelle des Hauts-de-France, c'est qu'une espèce disparue, mais il ne faut pas se fier à ça. C'est-à-dire que d'ici 10-20 ans, on pourra compter beaucoup plus d'espèces. Disparues, tout à fait. Donc c'est le tiers de la vie faune qui est menacée à l'heure actuelle. Et celle qui paye le plus lourd tribut, finalement, c'est les espèces des milieux agricoles et les espèces des milieux bâtis. On peut citer des chiffres de réduction d'effectifs assez alarmants. Alors là, c'est pour le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est issu de nos anciens états des lieux, puisque à l'échelle de Hauts-de-France, l'ancien découpage administratif. Voilà. Il faut que tout s'harmonise au niveau donné, c'est pas encore le cas. C'est l'alouette des champs qui est à moins 62% d'effectifs, ce qui est énorme, et moins 80% pour la linotte mélodieuse. Donc on est sur un effondrement total en fait de ces espèces-là liées à nos pratiques agricoles. On peut parler des espèces des milieux bâtis aussi, le moineau, qu'on a tous connu finalement dans nos villes, etc., qui sont en train de s'effondrer, les tourneaux. Alors là, ça a été une grande surprise que ça rentre dans la liste des espèces qui commencent à être menacées dans les Hauts-de-France, les tourneaux. Voilà, même pour moi, c'est un choc alors que je travaille avec ces chiffres-là quotidiennement. Les insectes. Alors les insectes, c'est un groupe qui est plus méconnu. Mais on dispose de bons bilans quand même. Donc on a 57 espèces de coccinelles dans la région Hauts-de-France. Alors ça aussi c'est méconnu, 57 espèces. Oui, voilà. Ça c'est une découverte. Voilà. Donc c'est déjà 6 espèces de menacées, sachant que, encore une fois, on n'a pas la connaissance de tout et de tout ce qui disparaît encore. Les scientifiques ont beau trimer pour avoir le plus possible une liste exhaustive, on ne l'a pas. Et grâce aux sciences participatives, on arrive à compléter ces diagnostics, mais en tout cas, là, c'est en l'état actuel des connaissances. Donc, c'est 57 espèces de papillons, de demoiselles et libellules, 10 espèces menacées. Les papillons, qui sont suivis depuis plus longtemps, elles, c'est 12 espèces de disparues, ce qui est énorme. C'est à peu près une espèce tous les 5 ans qui disparaît. Donc les papillons de nos jardins, finalement, ceux qu'on voyait régulièrement,
sont en train de s'effondrer. Et pendant que c'est-à-dire que ce à quoi je pensais tout de suite, c'est que les coccinelles, comme les étourneaux, comme les papillons, ils ont tous une fonction de soutien qui permettent les cultures, qui permettent. C'est pas comme si on perdait une image dans le tableau et puis on va faire sans. C'est sur la pyramide alimentaire, enfin la pyramide des espèces où nous sommes tout en haut, on est en train d'enlever des briques. C'est ça la question. Quelqu'un que j'appréciais beaucoup disait toujours que les écosystèmes fonctionnaient comme des avions. Et qu'au fur et à mesure, en fait, où on enlevait un écrou, une vis, on continue à voler, jusqu'au jour où la vis de trop s'en va, en fait. Tout tient en équilibre jusqu'au jour où il y a une pièce, qu'il fallait pas enlever. La disparition des insectes, oui, forcément, c'est la disparition des oiseaux, par exemple. Et donc, tout s'enchaîne, en fait. C'est une cascade. Là, c'est les autres groupes qui sont moins connus et finalement sur lesquels on communique très peu. Les mollusques, donc on a la chance d'avoir un spécialiste mollusque national qui travaille dans les Hauts-de-France. Donc on a la chance d'avoir un bilan. Donc c'est 3 espèces disparues déjà. Les poissons d'eau douce, alors là on a du mal à avoir un suivi vraiment exhaustif. On sait les espèces. Bon, j'ai quelques bonnes nouvelles sur les poissons. Donc il y a pas il y a des effondrements, mais il y a des bonnes nouvelles. Et les amphibiens et reptiles qui s'effondrent littéralement avec la disparition des cours d'eau, avec la disparition des zones humides, avec les pollutions, etc. La flore, c'est 1368 taxons présents dans la région. Taxon, ça veut dire espèce. D'accord. Ok. Pour la flore, on dit taxon. Voilà. C'est une espèce, on peut arrondir, c'est une espèce qui disparaît chaque année. Et là, ça, en général, c'est un bilan qui choque. Une espèce qui disparaît chaque année. Voilà, c'est difficile à entendre, en fait. Et c'est finalement des espèces qu'on a tous côtoyées. C'est le coquelicot, c'est le bleuet, qui ne sont pas encore disparus, mais qui sont en train de s'effondrer. Donc voilà, le constat est là. Il faut savoir aussi, et je pense que c'est une information importante à donner, c'est que 190 espèces n'ont pas pu être évaluées par méconnaissance, parce que les scientifiques n'arrivent pas à se démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et donc pour 190 espèces, on n'a pas de données. Voilà. Alors, est-ce que c'est le moment où on bascule vers les bonnes nouvelles ? Tout à fait. Ah, parce qu'il y en a, il faut qu'on se raccroche à ça, sinon... Alors, voilà, je ne suis pas que porteuse de mauvaises nouvelles, heureusement, sinon voilà, mon métier serait bien difficile. Dans la région, on peut constater que, effectivement, à partir du moment où il y a une volonté, qu'elle soit politique ou portée par des associations ou des entreprises, on y arrive. Notamment là, ces 3 exemples qui montrent que le retour est possible. Donc le phoque, le héron cendré et le castor. Donc le castor. Le castor, oui. Est revenu dans la région. Alors, revenu dans le Nord-Pas-de-Calais. En Picardie, il était encore là. Après, voilà, le castor, c'est un petit peu plus problématique parce que c'est suite à une réintroduction en Belgique. Et donc, il vient s'installer dans nos milieux. Mais c'est quand même bon signe. Ça veut dire que les milieux sont aptes à le recevoir. Qu'il s'améliore. Leur qualité s'améliore. Tout à fait. Donc, c'est la protection de ces espèces. Par exemple, le héron a été protégé dans les années 70. Et depuis, en fait, le héron, on en voit partout. Voilà. Donc, dès que vous avez appelé ça retour en arrière, mais on pourrait presque dire... retour à la normale. Ouais, retour à la normale et en tout cas des raisons d'espérer, des raisons d'y croire. Quand on fait des efforts, la nature, la biodiversité est bonne mère, j'allais dire. Tout à fait. Elle réagit assez facilement et assez rapidement à l'échelle des... Tout à fait, à l'échelle d'une décennie, 2 décennies. On peut voir les résultats à l'échelle d'une vie sans problème. Le phoque qui avait littéralement disparu de notre littoral pendant de nombreuses années. Là, la population se porte bien. Elle reste parmi les espèces menacées parce qu'il y a peu d'effectifs, mais elle se porte bien, elle croît chaque année. Un exemple d'aménagement, alors là c'est du très très concret, du très très local. Là c'est la mise, en fait c'est la protection de plusieurs blocos donc sur le territoire. Ils ont été aménagés pour que les chauves-souris puissent y venir hiverner. Donc c'est juste des portes. C'est pas un aménagement très compliqué qui ont empêché en fait la dégradation des blocos, l'entrée de personnes qui voulaient les visiter, etc. Et en fait, on se rend compte à partir du graphique que dès l'aménagement des blocos, en fait, les populations
On en avait 28 auparavant et la dernière année, 223. C'est un très bon exemple, je trouve, d'aménagement très Dès qu'on local. arrête de perturber l'habitat, Voilà. Oui, et puis les chauves-souris se réinstallent. Voilà, à partir du moment où on aménage des nichoirs ou autres, voilà, la biodiversité revient. Les poissons sont un excellent exemple aussi, puisque nous avons d'excellentes nouvelles. C'est le retour de certaines espèces, dont quelques-unes menacées d'extinction au niveau mondial, telles que la lamproie, la lauze, la grande alose, etc. Et ça a été l'effacement des obstacles dans les cours d'eau, parce qu'on parle beaucoup de fragmentation terrestre, mais la fragmentation aquatique est aussi très présente. Donc c'est des passes à poissons? C'est ça, des passes à poissons, ou alors tout simplement l'effacement de petits barrages qui n'ont plus d'utilité, qui suffit en fait de faire tomber pour que les grands poissons migrateurs reviennent. Donc on a une belle augmentation de ces populations-là. Quelques exemples très concrets. Alors effectivement, c'est tout petit. Je vais reprendre les noms, excusez-moi. C'est tout, bah oui, voilà, c'est tout petit pour nous, on n'avait pas prévu ça. Alors, mais devant votre écran, vous devriez voir normalement. Alors, différents exemples, en tout cas, de partenariats, soit entre des communes, soit entre des entreprises, qui ont montré de très bons résultats à l'échelle des Hauts-de-France. Donc un marais, alors là c'est la commune qui était propriétaire, marais du Haut-Pont à Dourier. Donc des travaux de restauration ont été faits. À l'époque, une grande peupleraie avait été plantée pour assécher les terres, puisque les zones humides ont longtemps été très mal perçues par le grand public. Et en fait, avec le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, ils ont coupé la peupleraie, ils ont fait un retour au pâturage, donc ils ont implanté des éleveurs, donc de vaches en plus bio. Enfin voilà, c'est tout bénef et pour la commune et pour l'éleveur qui récupère des terres saines. Et en fait, en quelques années, on a retrouvé en fait des espèces exceptionnelles qu'on n'avait pas vues depuis un siècle, telles que le Comarum palustre. Alors là, si vous voulez plus de détails, c'est à mes collègues du Conservatoire botanique qu'il faudra demander. Autre exemple, donc là c'est en moyenne vallée de l'Oise. Donc là c'est un multi-partenariat entre différents acteurs qui a permis en fait la préservation de prairies inondables. Il faut savoir, alors on n'a pas de données à l'échelle de Hauts-de-France, on en avait dans le Nord-Pas-de-Calais, que les prairies en fait disparaissent toutes les unes après les autres. Et donc que c'est un fort enjeu sur notre territoire de conserver ces prairies qui sont un habitat très favorable à beaucoup d'espèces de faune et de flore. Et donc l'enjeu était de garder ces prairies. Et donc grâce à ce partenariat, en fait, on a réussi à conserver quasiment la totalité des prairies de cette partie-là, alors que partout dans le reste de la région, ça s'effondrait. Le résultat alors a été assez étonnant, c'est l'épuration des eaux. Notamment, c'est-à-dire que les eaux étaient plus polluées en arrivant qu'en sortant de cette zone-là. Donc naturellement, sans station d'épuration, l'eau était plus propre. Donc c'est un grand coût pour la collectivité. En moins, c'est une grande économie. Une grande économie pour la collectivité. On a réussi à maintenir aussi des espèces qui s'effondraient partout en région, telles que le râle déjeuner, le courlis cendré. Donc ça aussi, c'est une très grande réussite. C'est-à-dire que sur 20 ans, on voit un effondrement de ces populations-là, et là, on voit une stabilisation, ce qui est quand même une grande victoire. Et le dernier exemple... La zapette. Ah non. Le dernier exemple que je voulais vous citer, c'était pas la dernière version du PowerPoint, mais c'est pas grave. Alors là, c'est un partenariat entre une sablière à Hamel et une commune ainsi que le Conservatoire des espaces naturels, qui, par la modification en fait de son exploitation, a permis en fait de sauvegarder ce qu'on appelle des abeilles sabulicoles. Donc c'est des abeilles, en fait, il faut savoir que la plupart des espèces d'abeilles vivent en fait en solitaire ou en bourgade, ce qu'on appelle en bourgade, et non pas en ruche. Et donc elles avaient élu domicile dans ces sablières-là. C'est un partenariat en plus qui a été récompensé de plusieurs prix parce qu'il est exemplaire. Donc ça a permis non seulement de sauvegarder ces espèces, mais plein d'autres d'arriver sur le site. Donc voilà, c'était quelques exemples. Quelques exemples
du fait que quand on prend soin de la nature, quand on arrête de la soumettre à des contraintes telles qu'on détruit les habitats, eh bien, la nature se réinstalle. Merci pour cet état des lieux et ces exemples. Je vais vous laisser tous les deux regagner la salle pour accueillir, parce que c'est la transition idéale finalement, quand on agit, ça paye, pour accueillir un temps de témoignage et de retour d'expérience que nous ouvrons maintenant. Et on va accueillir Rémi Dorbeau, qui est directeur du golf de Chantilly. Golf de Chantilly, dont on va voir quelques images. Vous êtes venu avec quelques images aériennes réalisées, au drone réalisées de votre golf, qui va permettre de regarder un certain nombre de milieux, et on va en parler. Nicolas Vallée, directeur du bureau d'études d'Odyssée Biodiversité. Loïc Traverse, directeur foncier et environnement d'Echium, fabricant de ciment, de granulats et de béton. Mathilde Dubocage, chargée de mission, enfin, chargée de mission filière et RSE chez Novial, qui est leader de la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage en Hauts-de-France et en Normandie. Je ne me suis pas trompé? Voilà, je l'aurais dit. Rémi Dorbeau, vous êtes donc directeur du golf de Chantilly, dont on finit de découvrir quelques images. Et vous êtes membre aussi de nombreuses commissions ministérielles, mais aussi au sein de la Fédération française de golf, qui s'intéressent toutes à la biodiversité. On vient de voir des images. Quand on a préparé cet entretien, tous les deux, ce petit temps, vous m'avez dit cette phrase que je voudrais vous voir commenter. La préservation de la biodiversité augmente l'expérience golfique. On a tous en tête un peu les critiques qu'on peut faire au golf pour que ça soit bien net, des pelouses parfaites, on met des désherbants, on consomme beaucoup d'eau, etc., etc. Et vous vous dites, si on laisse aller la nature dans nos espaces, on augmente l'expérience golfique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le golf est un sport qui se joue dans la nature et qui a besoin de la nature pour être transcendé. À l'origine, le golf, à son origine, se jouait en fait par les bergers sur un territoire plutôt sableux entre la mer et les terres agricoles, dans un pays plutôt proche de l'Écosse. Et les bergers emmenaient les moutons en pâture sur les pâturages et faisaient généralement un aller, qui maintenant est l'allée de 9 trous, et puis un retour de 9 trous aussi, et qui utilisait le paysage dunaire comme obstacle naturel. Et on aime à penser que l'origine même des bunkers, les trappes de sable qu'on a sur les parcours, étaient les endroits où les moutons piétinaient les fétuques, les Vestuca littoralis qu'on trouvait là-bas à l'époque et encore maintenant, et faisaient apparaître le sable qui était dessous. Donc ces jolis bunkers, on les doit aux moutons. L'origine de cet obstacle, en tout cas, oui, on aime à penser qu'on le doit aux moutons. Et avec les années, l'architecture de golf s'est améliorée, s'est modernisée. Mais il n'empêche que cette pratique traditionnelle était intimement liée à la nature. Et cette expérience est transcendée par la nature. Autant on pouvait, lors de la révolution golfique, dans les années 80-90, avoir explosé le nombre de golfs sur le modèle américain. Le modèle américain, c'est la même chose partout. Surface manucurée, gazon immaculé, vert toute l'année. Enfin, un modèle n'importe où sur la planète et ça ressemble toujours à la même chose. Et on vous présente des tournois qui existent dans ces conditions-là, 3-4 jours dans l'année, mais qui fait que le reste de l'année, on ne voit jamais ces parcours et qui finalement sont très éloignés de ces modèles-là. Et on a vendu cette image-là du golf et aux golfeurs qui sont devenus golfeurs, aux personnes qui sont devenues golfeurs dans les années 80-90, dans le boom du golf, en les trompant quelque part. Parce que la tradition du golf, c'est d'abord de jouer un territoire qui suit les saisons. Et un des grands intérêts de ce jeu, c'est justement de ne pas jouer le même parcours tous les jours et d'en jouer un différent tous les parcours. On pourrait dire que c'est se sentir vivant au milieu d'autres êtres vivants, jouer au golf presque. Et j'irais même plus loin, c'est que le golfeur que j'ai connu, moi, il y a 40 ans, je joue au golf depuis plus de 40 ans, regardait d'abord les surfaces, et surtout les surfaces engazonnées sur lesquelles il jouait. Et maintenant, le golfeur moderne regarde de plus en plus autour, ailleurs, et ce qui agrémente énormément l'expérience et le jeu. Donc vous êtes en train de nous dire que le golf et la biodiversité peuvent être compatibles. Et bon, vous faites plus que nous le dire. Vous avez essayé de le faire sur le golf de Chantilly et sur 2 autres golfs en France, mais on va parler du vôtre. Hein. Vous avez mené un programme de suivi, d'expérimentation avec le Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez mis au point un certain nombre d'indicateurs que vous avez suivis pour voir comment ça se passait. Et donc, c'est ce que vous allez nous raconter maintenant. Il y a un certain nombre de preuves que les deux pratiques, la biodiversité et le golf, sont compatibles. Alors à l'origine, on a démarré le programme biodiversité il y a plus de 10 ans. Il a bien fallu 10 ans pour arriver à le faire aboutir, en tout cas bien démarrer.
Et ça, c'est avec l'aide incroyable de Jean-Philippe Siblet, qui est le directeur de l'expertise, qui était directeur de l'expertise du Muséum d'histoire naturelle, proche du golfe par un ami, et qui s'est dit je suis sûr qu'il y a quelque chose à étudier en termes de biodiversité sur les golfs. Il a fallu beaucoup de courage et de ténacité à Jean-Philippe pour convaincre ses pairs du muséum d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passait sur les golfs. On a la chance d'avoir des paysages variés, c'est-à-dire qu'on a une gestion différenciée sur des territoires qu'on a plutôt tendance à entretenir de manière patrimoniale. Et cette différence de paysage crée des habitats différents et forcément des cortèges d'espèces qui sont associés. À Chantilly, la tradition du golfe, c'était de suivre les saisons. Donc Alors, je vous signale juste, parce que je vous entends pris par votre récit, oui, que c'est à vous de faire circuler les images que je vous vais passer rapidement sur l'origine du golfe. Voilà, on parle de Chantilly. Et donc, à Chantilly, on a... moi, je suis arrivé il y avait une vingtaine d'années. La tradition du golfe était celle de suivre les saisons. Donc, le sportif veut que le territoire suive les saisons, d'où une réduction énorme des intrants qui étaient utilisés naturellement. Mais on a voulu aller chercher un peu plus loin dans l'évaluation, de savoir s'il y avait des techniques qui nous permettaient de mieux gérer, de réduire encore les intrants et puis surtout d'avoir une cohérence dans l'entretien. C'est-à-dire moins d'engrais, moins de désherbants, en gros. Et la lutte intégrée, parce que en fait, les gazons de très haute technicité comme les nôtres sont sujets à quelques ennemis et maladies. Et on a démarré des collections variétales en 2000. On a mis différentes espèces sous des régimes d'entretien qui correspondaient à la technicité du jeu de golf. Chantilly reçoit des épreuves internationales tous les ans, et ce qui nous permet de vous vérifier une compatibilité entre le très haut niveau et des gazons qui ont une certaine cohérence de gestion environnementale. Et nous avons converti la flore de la majorité des surfaces de jeu. Nous avons permis de réduire l'eau, de réduire les intrants, réduire les fertilisants. Convertir la flore, ça veut dire que vous avez pris des espèces endémiques, des adaptées, espèces de... Voilà. Alors souvent, on regarde un peu à ce qui se passe à côté de ce qui avait déjà été manœuvré par la main de l'homme, et on se rend compte qu'il y a des espèces indigènes parfaitement adaptées à ce type de sol et à ce type de climat. Et toute cette démarche, en fait, a fait qu'on ne modifiait pas fondamentalement la qualité des surfaces, mais on utilisait des graminées et des espèces qui étaient de plus en plus adaptées et qui demandaient de moins en moins d'intervention de l'homme. Alors c'est la question qui nous arrive par le chat. Laissez-vous des zones en friche sur le golfe, dans votre golfe? Alors ce ne sont pas des zones en friche, ce sont des zones naturelles sur lesquelles on intervient un minimum. Alors on essaye de recréer et de restaurer des paysages qui n'existaient plus. On essaye d'avoir différents stades d'évolution dans certains types de paysages, parce qu'à chaque fois, il y a un cortège d'espèces qui est différent et qui est associé. Et après, par exemple, pour les grandes zones de prairies, on est sur des prairies thermophiles calcaires. En fait, on effectue des fauches tardives une fois que tous les cycles, en fait, des insectes et des animaux et des fleurs, en fait, sont terminés. Ce qui fait qu'on fauche en fait en automne et en hiver, et on laisse pousser tout le reste de l'année. Vous entretenez toute la surface de votre golfe, mais vous l'entretenez de façon différenciée, intelligente, en respectant le rythme des saisons, le rythme des espèces. En respectant les cycles, et on y est gagnant, parce que, par exemple, on peut parler de certains ravageurs, mais les étourneaux sansonnets qui sont mis à mal à l'heure actuelle, s'ils ont leur habitat sur le golfe et sont présents, sont les premiers prédateurs de larves qui ont tendance à manger les racines des gazons. Et donc faire jaunir les greens. Ou faire des trous dans les greens. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et donc ces études ont montré, donc les muséums, en fait, il y a 3 golfs en France et on a eu la chance d'être un des golfs sujet d'une étude. On a pu repérer qu'il y avait 480 en fait, espèces qui avaient été relevées dans l'étude sur 4 visites, 40 espèces qui étaient rares ou en tout cas menacées, 4 types d'habitats qui étaient remarquables, et surtout une cohérence, en fait, une liaison entre les différents habitats qui étaient assez bien développés. Juste parce qu'il nous reste 3 minutes, vous avez des preuves, vous avez vu réapparaître des espèces, vous avez fait des comptages, comment ça s'est matérialisé? On démarre seulement les études, donc là les premiers comptages on les a, maintenant on va essayer de faire évoluer les choses, et puis les comparer, parce que c'est le principe du label et du suivi, et de faire un point d'étape tous les 5 ans pour voir comment ça évolue.
Justement, vous en êtes à démarrer, vous avez envie de convertir d'autres golfs, d'autres greenkeepers, d'autres intendants de golf. Vous avez développé le programme avec la Fédération française de golf qui s'appelle Golf pour la biodiversité. Vous nous en dites juste 3 mots parce que j'aurai une dernière question. 3 mots, c'est 3 niveaux. C'est bronze. En fait, on prend conscience de la biodiversité où en fait, on essaye de récupérer toutes les études qui ont déjà été faites. Argent, on s'appuie sur l'IQE, qui est l'indicateur de qualité écologique qui a été développé par le muséum, qui permet aux bureaux d'études et tous les acteurs naturalistes locaux d'avoir une vraie base d'évaluation par rapport à des espèces qui sont vraiment bioindicatrices. Et le niveau or qu'on est en train de définir, qui va redemander un engagement, des investissements financiers et humains et une vraie évaluation scientifique sur des programmes qui auront été en commun, en tout cas, décidés. En conclusion, vous m'avez dit aussi en préparation, s'il ne change pas, le golf n'existera plus dans 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas condamné à la bougie, mais qu'il faut agir vite et profondément? Vite, d'abord faire l'état de ce que l'on peut préserver, parce qu'on a prouvé que sur certains golfs, on avait préservé une biodiversité qui n'existe plus ailleurs, un certain type de biodiversité que notre activité a permis de conserver. Il faut qu'on s'adresse à un public des jeunes. Les jeunes maintenant, dans le choix de leur sport, en fait, ont besoin d'avoir un sport responsable, d'avoir un environnement qui contribue à leur qualité de vie et qui soit proche. Si on n'arrive pas à relever ces défis dans les années à venir, le golf ne sera plus socialement acceptable et nous perdrons tout l'intérêt d'avoir un des rares sports qu'on peut jouer de quasiment 4 ans jusqu'à la fin de ses jours dans un milieu naturel et préservé. Je vous remercie. On passe la parole à Nicolas Vallée. Vous êtes directeur du bureau d'études Odyssée Biodiversité. On va désinfecter la petite chose et vous la donner pour mener votre présentation, les images d'illustration que vous avez apportées. En gros, vous accompagnez des entreprises et des collectivités publiques en tant que spécialiste de la biodiversité. Vous les aidez à instruire des dossiers réglementaires. Quand on veut construire quelque chose qui modifie les milieux, il faut apporter un certain nombre de preuves, par exemple. Et vous avez choisi pour vos propres locaux de mettre en œuvre ce que vous recommandez. Vous êtes installé à Rovarandin, dans le nord, et vous avez transformé les espaces verts autour de votre bâtiment, de la pelouse. Alors la pelouse a plein de qualités, mais vous avez là essayé d'accueillir un maximum de végétaux et d'animaux pour augmenter la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça rapidement, nous dire, parce que c'est ça l'intérêt aussi, comment vous avez essaimé sur la zone, la ZAC, la zone d'aménagement concerté qui est la vôtre, qui fait 10 hectares où il y a d'autres entreprises, et nous expliquer aussi le rapport coût-avantage pour vous et pour les autres acteurs de cette zone. Et puis j'aurai une dernière question, mais je ne vais pas tout dire d'un coup, sinon il n'y aura pas de surprise. Mais commençons au moins par ça, votre expérience et l'essaimage. Bon, parfait. Donc, je vais me présenter un petit peu l'historique qu'on a eu au niveau de notre parcelle. Donc, on a un bureau d'études en environnement, en écologie. On fait partie d'un groupe avec 100 personnes sur 6 agences dans le territoire. Le siège est dans le nord. Donc, avant d'être dans le bâtiment actuel, on était en location dans le Douaisis. Et mon président, en 2005-2006, est venu nous voir, donc la petite équipe d'écologues, en nous indiquant qu'on allait nous implanter au niveau de Rovarandin sur une ancienne friche minière. Et il nous a dit, je vous laisse la possibilité de faire les aménagements de la parcelle. Donc on dit, chouette, on pourra clairement s'amuser dessus. Donc on a commencé à phosphorer, donc on a le plan là qui est présenté. On s'est dit, on peut créer une mare, une haie, une prairie de fauche, prairie fleurie. Donc on a mis tout ça sur plan. Notre président nous a fait confiance. On a commencé les travaux. Donc une entreprise est venue en 2006-2007. Donc on a mis en place la mare, la haie. Et finalement, comme on passe quand même beaucoup de temps sur nos lieux de travail, on a créé notre espace de vie. Donc voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc on a, plutôt que de partir sur une prairie, sur une pelouse, on a vraiment une prairie diversifiée. On a vu des espèces arriver. On continue à en voir arriver progressivement. Une pelouse, c'est un truc qu'on tond à peu près tout le temps et voilà, qui accueille. On ne laisse pas pousser les plantes, on ne laisse pas se diversifier. On met une pelouse. Et une prairie, voilà, c'est autre chose. Une prairie, il y a beaucoup plus de vie florale et faunistique à l'intérieur. Il y a deux grands intérêts. Le premier, en termes de biodiversité, on a quand même beaucoup plus d'espèces. Et le deuxième, plutôt que de tondre 15 fois par an, on tonde 2 fois par an. Donc le coût est également différent. Le dégagement de carbone aussi, parce qu'il faut bien la faire marcher à quelque chose, cette tondeuse. Alors au niveau de la parcelle, on a eu aussi la possibilité de créer un potager. On a fait des études de sol, comme c'est un ancien site minier.
Il n'y avait pas de souci. Donc on a un potager bio qui est apparu, donc géré par les salariés. On a vu des phénomènes intéressants l'hiver, où ça on n'avait pas imaginé, mais voilà, les équipes finalement se sont retrouvées sur la mare quand c'était gelé. Donc on a un vrai lieu de vie, un lieu d'échange à ce niveau-là. Un lieu de reconnexion à la nature, on pourrait dire. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire ça si c'est une bouche de métro en bas de son immeuble. Ouais. Donc le potager qui est apparu, on voit sur les photos qu'on était un peu les seuls finalement au niveau de la ZAC, on était les tout premiers. Les aménagements étant réalisés, on a fait un suivi des espèces présentes. On a donc là typiquement une espèce protégée au niveau européen qui est apparue. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un triton crété qu'on retrouve dans les mares, dans les fossés. Donc forcément, comme ces équipes d'écologues qui ont fait ça, on a une connaissance. Donc on a voulu vulgariser donc avec des panneaux pédagogiques qui ont été donc implantés. Et voilà, maintenant la ZAC, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu des bâtiments apparaître au niveau de la zone. Donc du coup, c'est posé la question comment dupliquer ce qu'on a fait sur notre parcelle chez nos voisins. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière de faire tous ces aménagements ? Donc on s'est dit pourquoi pas se rapprocher de l'association des usagers de la ZAC, parce qu'on a une association qui gère pas mal de sujets. Donc là on s'est dit pourquoi pas intégrer la biodiversité comme sujet. Donc c'était au même moment où on parlait de stratégie nationale pour la biodiversité en France. Et là on se dit pourquoi pas aller un petit peu plus loin. Donc on a mis dans la boucle Douaisis Agglo, le SCOT du Grand Douaisis, l'association Palme, donc pas mal d'acteurs du territoire, pour voir si on ne pouvait pas faire un projet un peu plus grand qu'au niveau de notre ZAC et le dupliquer sur d'autres territoires et communiquer. Mais déjà parce que les entreprises de votre ZAC ont dit ok, on y va ? C'est un intérêt, surtout par l'association, curiosité pour certains, d'autres ont dit on va attendre un tout petit peu, une démarche en 2 temps finalement. On a voulu structurer la démarche, d'où le dossier SNB qu'on a présenté. On a eu un prix lors de la COP21 donc par Ségolène Royal. Donc là, la démarche était enclenchée, mais ce n'est pas la SNB, oui, en 2015. Donc ce n'est pas SNB qui a enclenché finalement ça, c'est vraiment notre démarche au départ. Alors, au niveau des entreprises, on les a rencontrées. Certaines ont dit OK, vous pouvez faire les inventaires directement la première année. D'autres ont entendu une deuxième année, mais finalement... toutes les sociétés ont dit oui, j'ai 2 sociétés qui étaient en arrêt d'activité, donc là, il n'y avait pas de suite par rapport à ces 2-là. Mais toutes ces sociétés, en 2 ans de temps, nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse faire les inventaires. Donc on a fait les inventaires, on a rédigé des plans d'aménagement éco-paysager. Donc pour chaque entreprise, ils avaient un plan avec les aménagements qu'ils pouvaient réaliser. Donc c'était 2017-2018. Petite pause, tout simplement, parce que c'est moi qui porte cette démarche, mais en plus de mon boulot, j'avais décidé de faire un diplôme supplémentaire à l'EDEC, donc ça m'a pris 1 an et demi en plus de mon travail, je ne pouvais pas tout faire. Donc voilà, il y a une limite de temps, il faut quand même rentrer à la maison de temps en temps. Voilà, tout à fait. Donc cette démarche a été réalisée. Voilà, ça c'est un exemple d'aménagement, mais finalement nous on avait une vision de tous les aménagements au niveau de la ZAC. Donc l'idée derrière c'était si on fait les aménagements, on peut les mutualiser. Donc ça fait une économie d'échelle. On a rédigé des documents pour les entreprises, comment intégrer la biodiversité, donc des documents très, très simples, mais qui présentent les démarches, les coûts associés. Même chose au niveau des espèces, on a des orchidées sur la zone, on a vraiment une diversité vraiment assez intéressante. Donc voilà, document qui a été transmis à l'ensemble des partenaires, la Douaisis Agglo également. Des aménagements, donc on a fait venir les enfants des salariés, donc on a mis en place les nichoirs, les hôtels à insectes. Alors pour la petite histoire, l'enfant dans la brouette, c'est le mien. C'était il y a quelques années, mais quand j'en parle encore maintenant, il s'en souvient, comme quoi ça marque aussi les enfants, ce genre de journée. Là, c'est les enfants. On a été avec les enfants un peu plus grands. On a fait des chantiers nature avec les universités. Donc là, on a été récupérer les pierriers dans la ZAC et on a été les installer au niveau des entreprises qui étaient d'accord pour en recevoir. Donc on a pas mal de pierriers qui ont été mis en place. Et dans les pierriers vivent des lézards. Lézards, voilà, espèces protégées. Qu'on a vu tout à l'heure. Qui sont venus ici. On a l'habitude de se dire que le bassin minier, il reste pas grand-chose comme biodiversité. Et il y a des lézards assez rares, je ne sais pas, en tout cas spécifiques, endémiques de cette espèce. Espèce protégée. Et sans ces aménagements, on aurait perdu le lézard au niveau de la ZAC. Alors j'ai une question, parce que vous avez dit que j'ai passé beaucoup de temps, etc. Puis on imagine que tout ça c'est du travail, même si vous êtes allé chercher l'aide d'étudiants, d'associations, etc. Vous avez passé du temps.
Au sein de votre entreprise, au bout d'un moment, du temps, c'est de l'argent. Si vous faites ça, vous ne faites pas autre chose pour faire tourner la boîte. Comment se passe l'équilibre et pour les autres aussi, hein, qui ont accepté de tondre différemment? C'est vrai que c'est peut-être plus simple d'avoir un prestataire et de lui dire bon, bah, tu me tonds la pelouse une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines, j'en sais rien. Comment, suivant la saison, ce rapport coût-avantage, qu'est-ce que ça coûte de s'investir dans cette démarche? Qu'est-ce que ça rapporte? Vous avez listé un certain nombre de choses en cours. Comment vous feriez le bilan pour vous et les autres? Alors, le bilan, à mon sens, c'est plutôt positif. Bon, ça prend du temps, effectivement. Il faut quelqu'un qui soit un peu la baguette, hein, qui apporte un certain dynamisme. Mais ça ne prend pas trop de temps. C'est mon boulot, donc c'est assez facile. On voit très facilement où on va. On a la chance de s'être appuyé sur des étudiants. Donc là, le coût, il était neutre, hein, très, très clairement. Pour les autres entreprises, un avantage certain, c'est déjà en termes de communication. On parle maintenant de plus en plus de RSE, développement durable. On répond à des consultations, des appels d'offres. Donc ça permet ici aux sociétés de se démarquer. Ils peuvent mettre en avant cette démarche. Pour eux, ça leur a pas fait passer beaucoup de temps. Ils ont juste ouvert leurs portes, ils ont passé un peu de temps en réunion. Dire que la gestion de leur patrimoine est éco-responsable. Tout à fait. Oui, donc ça, c'est vraiment une première chose. Le coût pour les salariés, n'oublions pas, on passe du temps sur notre site. Donc on a un cadre de vie qui est quand même très agréable. Donc ça, c'est aussi un point plus que positif. Voilà principalement les avantages. Et on voit qu'effectivement le côté émerveillement, on vous voit sur la glace un peu comme des mômes, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que ça aère dans une journée, ça motive, ça change un peu les choses. Je vois Monsieur Dorbeau là-bas, c'est vrai que je pense à l'expérience du golf, se remettre au contact des éléments. Dernière question, comment vous voyez, vous avez fait des choses dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, comment vous voyez la proposition que nous fait aujourd'hui, que fait aujourd'hui l'Office français de la biodiversité aux entreprises, de ce label, cette expérience s'appelle Entreprise engagée pour la nature, on en parlera en fin de séance, mais est-ce que ça vous intéresse de candidater, de faire les efforts qu'il faut faire pour rentrer dans cette démarche et être labellisé? Oui. C'est arrivé, je dirais, parfaitement au bon moment. Comme j'expliquais, moi j'étais pris par un diplôme à l'EDEC qui s'est terminé en juin. L'idée après c'était de reprendre justement ce qu'on a mis en place au niveau de la ZAC. Et quand on a repris cette idée, on s'est rendu compte qu'existait Entreprise engagée pour la nature. Donc nous, on a signé, le premier document qui va très vite finalement compléter pour une entreprise. Donc c'est arrivé au bon moment parce que là, on va redynamiser notre programme, revoir les sociétés et justement travailler sur les aménagements. Voilà. Quels aménagements on peut faire, les prairies, la fauche, mutualiser les coûts des entreprises. Chaque société fait venir un prestataire pour couper. On va mutualiser tout ça, donc finalement, ça va réduire les coûts. Donc finalement, l'entreprise engagée pour la nature, ça arrive au bon moment pour redynamiser justement les démarches qui avaient mis un petit peu de temps. On a un petit peu de pause. Merci beaucoup. Évidemment, comme Monsieur Dorbeau, vous restez disponible pour le temps d'échange qu'on aura avec vous. Si vous avez des questions via le chat, on en a une tout à l'heure, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on prendra du temps aussi pour vous écouter plus longuement. Voilà, vous avez nettoyé le truc. Je vais la zapette, je vais le passer à Loïc Traverse. Je vais me décaler aussi pour respecter une sorte de distance de sécurité, battre un petit peu le caméraman au passage. Et puis, passer la parole presque à Loïc Traverse. Vous êtes directeur financier et environnement foncier et environnement chez Ekiom. Vous fabriquez du ciment, des granulats, c'est-à-dire des cailloux sous les routes. On met des cailloux avant de mettre l'enrobé, du béton, etc. 1500 employés, 180 sites en France. Des sites qui sont en partie des carrières. Et vous me le disiez quand on préparait cet entretien, nous, on façonne des territoires. Et donc, on est bien conscient de notre impact. Raison pour laquelle, il y a depuis une dizaine d'années, vous êtes engagé dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, dont on parlait il y a un instant. Et dans cette lignée, vous avez intégré en mars le programme Entreprise engagée pour la nature. Du coup, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est votre stratégie. Parce qu'effectivement, on se doute que quand on attaque une falaise avec une pelleteuse ou avec de la dynamite, on perturbe un petit peu les êtres vivants qui y vivent. Et du coup, comment vous concevez votre stratégie puisque vous êtes engagé dans ces démarches, conserver la biodiversité, voire permettre qu'elle se développe?
Alors effectivement, de par nos activités d'extraction et de transformation et d'utilisation de matières premières, on est directement concerné tous les jours, c'est quasiment dans notre ADN, et on est très interdépendant avec la biodiversité et la nature. En fait, nous avons signé l'engagement SNB en 2013, qui est devenu Act for Nature et maintenant entreprise engagée pour la nature. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans nos travaux, on a bien conscience effectivement qu'on a un impact. Et comme disait M. Bertrand tout à l'heure, on essaye de prendre en compte des aménagements en faveur de la biodiversité et en faveur de la nature. Lors de nos travaux, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et ça, en fait, c'est de mettre à disposition des milieux pour que la nature revienne s'installer naturellement. Et ça se fait tout seul, puisque sur des milieux pionniers comme les carrières, on a beaucoup de biodiversité qui s'exprime. Donc il faut vivre avec, et voilà. Donc vous raisonnez en bilan, c'est-à-dire vous commencez une exploitation, certes la biodiversité va diminuer, mais au fur et à mesure du temps, et quand vous allez fermer le site, votre stratégie, c'est que le bilan objectivé soit positif en termes de biodiversité. Tout à fait. C'est à la fois de vivre avec les espèces qui s'installent dans la carrière pendant qu'on est là, et de mettre en place les terrassements qui vont bien pour que la nature s'exprime derrière. Alors on fait ça avec l'aide de certaines associations comme le CPIE de l'Aisne, ou la LPO, ou le Conservatoire des sites Picardie par exemple. Oui, ce qui est caractéristique dans votre entreprise, c'est que vous avez constitué un panel des parties prenantes, considérant qu'il n'y avait pas que vous qui avez voix au chapitre. Oui, alors avant de parler des parties prenantes, je vais vous montrer quelques exemples effectivement, de ce qu'on réalise. C'est le bouton qui est là, ouais, le gros bouton vert. Ah, le vert. Voilà. Donc quelques exemples avant de parler des parties prenantes. Voilà, c'est ce qu'on peut réaliser sur les sites. Donc ça, c'est un mur à hirondelles. On s'aperçoit que on a fait des murs, vous voyez en bois, la construction à gauche, puis on voit que les hirondelles sont venues naturellement, effectivement, s'installer sur le mur à hirondelles. À gauche, en bas, vous avez un mur naturel. Donc effectivement, sur les frontailles, c'est vite colonisé par les hirondelles. Donc ça, c'est des zones qu'on arrive à gérer. Et pendant qu'elles s'installent, évidemment, on n'intervient pas sur ces sites-là. Un autre exemple, voilà, c'est la création de mares. C'est-à-dire que ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire une mare comme ça. Et on voit donc la photo de gauche, création de la mare. À droite, 2 ans plus tard, on voit que la nature a vraiment repris ses droits. Un autre exemple de création de mare un peu en bas à gauche, là. Donc ça, c'est de carrière de laine. Ici, c'est un réaménagement de carrière en zone humide à Mézy, donc pareil, à côté de Soissons. Donc effectivement, en faisant des terrassements adaptés et des profils qui vont bien, ça donne, on voit bien l'expression derrière la nature qui revient et la zone humide qui s'installe. Ici, on a une création. Alors, c'est un autre exemple sur une zone où on n'avait pas de gisement. Donc, au lieu de le laisser comme ça, on a décidé on voit les terrassements qui sont faits, donc un atelier de pelle et de bulldozer pour recréer une zone humide sur une zone où il n'y avait pas de gisement. C'est quoi une zone où il n'y a pas de gisement? Il n'y a pas de cailloux à extraire? Voilà, c'est ça. En fait, c'était une zone argileuse, sans intérêt. Vous l'avez un peu exploré, il n'y a rien dedans? Au lieu de la laisser comme ça sans rien faire, on a créé une zone humide. Voilà, comme ça permet. Donc, on voit la création de la zone humide, et puis en 2018. Donc ça s'est fait justement au niveau du bâton de la nappe, c'est-à-dire qu'en été, elle est quasiment exondée, et puis en saison humide, on a une couche d'eau de 10 à 20 cm. D'accord. Et on voit que vous avez fait ça en lien avec la LPO. Est-ce que c'est le moment où on parle de ces parties prenantes? Vous considérez que seul... Alors, en fait, oui, dans nos objectifs, on a effectivement ces solutions fondées sur la nature, et puis on essaye aussi de trouver un système d'indicateurs biodiversité, et là, on pêche un peu, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Donc, on a aussi mis en place un comité biodiversité et un panel des parties prenantes dans lequel on a associé l'UICN, Sébastien Moncor, et puis quelqu'un que vous connaissez en Picardie, c'est Guillaume Lemoine, de l'EPF, établissement public foncier de Nord-Pas-de-Calais. Oui, qui est chargé, l'EPF, de gérer les friches industrielles et de les rendre à d'autres usages. Et entre-temps, il faut les gérer pour que ce soit effectivement un peu comme vous tout à l'heure, pas à l'abandon, mais que ce soit source de biodiversité. Donc dans ce comité biodiversité et ce panel des parties prenantes, on va discuter de la mise en place parce que dans les entreprises, on aime bien avoir des indicateurs. Bon, là, c'est un peu plus compliqué qu'un indicateur financier, c'est pas un chiffre. Il faut trouver la bonne méthode pour dire voilà, comment on détermine notre impact et comment on suit notre impact avec un indicateur biodiversité. Mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Non, on imagine que c'est pas simple. Un peu dans la même logique, ma question c'est est-ce que au sein de votre entreprise, prendre en compte comme ça depuis 10 ans la biodiversité comme
un objectif, pas une option à présenter de temps en temps, mais un objectif continu de votre stratégie. Est-ce que ça sous-entend un changement de culture, une révolution par rapport à ce que vous faisiez avant? Est-ce que ça coûte cher ou est-ce que ça peut se faire et à quelles conditions sans vraie révolution? Alors non, ça coûte. Enfin, en fait, c'est des choses qu'on fait déjà. Maintenant, on va essayer de le faire mieux. Pour que la publicité s'exprime au maximum, on va essayer de faire les choses mieux qu'on le faisait avant et puis surtout de favoriser les bonnes pratiques. Donc, c'est pas vraiment un changement, c'est une amélioration de la culture, mais la culture biodiversité, on l'avait déjà. Simplement, on fait la mettre en valeur. Alors, on a mis en place des fresques, la fresque biodiversité qui est mise en place par une start-up. Donc, on est en train de la tester dans l'entreprise. Après, on va la dupliquer pour l'ensemble du personnel, pour avoir une sensibilisation de l'ensemble pas que les gens de terrain, mais aussi toute la chaîne hiérarchique. Voilà, on a fait des formations avec l'UPG, oui c'est ça, l'Union pour la génie écologique sur les espèces envahissantes. Donc après on a décliné ces formations sur les sites, sur chaque site. On a fait un concours de biodiversité dans lequel on a élu un groupe qui avait inventé une mallette pédagogique. Alors, je ne sais pas si voilà, mallette pédagogique qui est là, à l'écran, donc qui est destinée à faire connaître notre métier lors des visites d'école. Donc, c'est une petite mallette dans laquelle il y a des éléments pour observer la nature et puis des expériences sur le terrain. Et l'idée, c'est de former autant vos collaborateurs, les collaborateurs qui font ça, forcément, ils ont en tête les gestes, ce qu'on a appris, le mur à hirondelles, ou tous ces gestes, vous nous disiez, en fait, ça ne coûte pas forcément très cher, mais il faut bien les faire. Voilà, il faut bien les faire, il faut les intégrer et il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que des fois, les gens disent, bon, ça va coûter un petit peu, mais ça ne coûte pas beaucoup plus cher et en fait le résultat est très intéressant. Donc c'est en fait une conscientisation on fait déjà les choses, mais de mettre en valeur ce qu'on fait déjà. Et de le revendiquer. Dernier élément de questionnement, comment est-ce que vous évaluez les retombées de cet effort? Ça coûte peut-être pas très cher, mais en temps, en conviction, etc., c'est un effort, on pourrait s'en passer. Est-ce qu'on contenter de l'indicateur financier finalement? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel? Est-ce que c'est quelque chose à inscrire et à valoriser dans le cadre de la RSE? Comment vous évaluez ça? Oui, alors pour ce qui est de la pure biodiversité, nous on favorise la biodiversité pour elle-même, on n'en attend pas on n'en attend pas de reconnaissance particulière, c'est la nature pour la nature, quoi. On fait des efforts pour la nature elle-même. En revanche, ça s'inscrit effectivement dans une démarche RSE qu'on a initiée dans l'entreprise, au niveau de toutes les branches, béton, ciment et granulat. Et donc cette RSE, cette biodiversité entre dans le cadre de la RSE, puisqu'il y a les piliers effectivement environnement, social et économique. Et donc c'est dans cette RSE que notre politique de biodiversité s'exprime pleinement. Mais on n'attend pas purement de la biodiversité un avantage concurrentiel. C'est la RSE. Non mais si vous le faites, c'est pas plus mal. Un accord gagnant-gagnant, c'est mieux qu'un accord. C'est mieux comme accord, de toute façon. Ouais, c'est effectivement la RSE qui pourrait permettre de nous différencier et de faire reconnaître sur le marché. Je vous remercie. On va passer la parole et la zapette nettoyée à Mathilde Dubocage. Vous êtes chargée de mission filière et RSE donc, chez Novial, qui fabrique des aliments pour animaux d'élevage en Hauts-de-France et en Normandie, où vous êtes leader. Parmi les animaux que vous nourrissez, il y a les poules. Et en particulier les poules bio et de plein air. Et pour ces deux catégories, la réglementation impose des parcours en extérieur. Aujourd'hui, ces parcours, c'est à peu près 1000 hectares en Hauts-de-France et en Normandie. Un peu plus, un peu plus même. Voilà. Alors, ces alentours-là. Sauf que vous avez décidé d'en faire plus qu'une obligation réglementaire, parce qu'il arrive des fois que dans les élevages, il y ait un parcours dehors et puis les poules n'y vont pas. Et vous avez décidé d'en faire un vrai espace de biodiversité, sachant que ce n'est pas vous qui opérez les fermes, vous fournissez la nourriture. Nous, on fournit simplement l'aliment. Alors comment vous faites et où vous en êtes de cet objectif-là? Alors on a tout bêtement décidé, en discussion avec des éleveurs de poules pondeuses et volailles de chair, de commencer à réfléchir à cette exploration du parcours, parce que c'est quelque chose qui est réglementaire. C'est 4 ou 5 mètres carrés en fonction du mode d'élevage par poule qui doivent être à disposition à l'extérieur. Et donc on se retrouve avec des grosses zones, parfois ça fait jusqu'à 16 hectares. En discutant, on se disait qu'il fallait que ce soit exploré. Et la première idée qu'on avait là-dessus, c'était de se dire une poule, c'est un instinct exploratoire, c'est pour son bien-être, quelque part. Et de fil en aiguille, en creusant notre sujet, on s'est dit que donc, pour les faire sortir, il fallait mettre des arbres, parce qu'un tas de bonnes raisons qui font qu'elles ont peur de la prédation et que les arbres vont les entraîner à sortir.
Et donc, en démêlant notre pelote de l'agroforesterie, on est aussi tombé sur tous les atouts du bien-être pour la poule et surtout de la biodiversité inhérente dans le parcours. Et c'est quoi les atouts Déjà, c'est que les atouts pour la poule, c'est que là, vous les voyez, elles sont à l'ombre et il fait chaud dehors. Et rien que ça, le fait d'apporter de l'ombre, le fait que ce soit moins serré dans les bâtiments, c'est des premiers avantages et des atouts de bien-être. Et puis après, quand on a des arbres comme ça, si on pense bien son parcours, il peut y avoir aussi de la captation de carbone. Et là, on en est qu'au tout début de l'histoire. Donc là, je vous montre un autre, mais c'est vrai qu'on un imagine autre type que de parcours. des poules qui ont moins chaud, qui sortent, qui sont dans des meilleures conditions de vie, elles sont moins malades, donc on consomme moins d'intrants, moins de produits pour les soigner, pour en prendre soin, même si tout ça est très réglementé. Voilà. Mais tout ça est très réglementé, mais après, ce qu'on a vraiment commencé en creusant, on était vraiment juste sur notre bien-être à la base, et finalement, on s'est retrouvé avec cet ensemble d'éleveurs. Donc il y a une quarantaine d'adhérents dans cette association, plus nous, Novial. Et donc, on a des modèles types, donc notre zone d'action, je ne vais pas vous la refaire, mais on a des modèles types pour intégrer déjà notre bâtiment dans un paysage, pour pas que ce soit un bâtiment posé au milieu de la plaine. Et en plus de ça, il y a différents aménagements, que ce soit des petites haies en peigne à la sortie des trappes du bâtiment ou des arbres plutôt embosqués ou des augers dans les fonds de parcours qui vont ramener des biodiversités, des animaux qui vont pas être les mêmes du tout en fonction de est-ce qu'on est près des trappes avec peut-être plus des insectes dans des petites haies ou alors des augers où on va avoir d'autres types d'animaux. Et au-delà de ça, on va être sur des espèces, du coup, vu qu'on fait une association, on a construit les choses pour qu'on soit... vu qu'on les construit et qu'on est en train de les construire, on essaye de faire ça bien et donc de mettre des espèces endémiques, de pas aller importer des arbres qui ne sont pas du tout de cette région-là, etc. Et on évite de rapprocher l'habitat qui est créé pour les poules dans le cadre de l'élevage de ce qu'elles pourraient trouver dans c'est la ça, nature, et de le faire en bonne intelligence et Mhm. du coup de pouvoir... Ensuite, on parlait de parties prenantes tout à l'heure. Donc, nous, on n'a qu'un an avec cette association-là. Et l'idée, c'était d'aller chercher les autres parties prenantes. Nous, on est experts de la poule. On n'est pas experts des animaux et de la biodiversité. Donc, on est allé chercher la LPO, le GONE, pour qu'on puisse discuter ensemble de comment on taille pour pouvoir refaire revenir des espèces. Et sur certains parcours, alors vous me passerez les noms pour les pros de la biodiversité, mais je crois qu'on a des guépiers d'Europe qui reviennent. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas non plus ce que c'est, rassure-nous. Mais visiblement, c'est un oiseau plutôt rare. Bon, très bien. Donc, dans cette association, la poule et arbre, une quarantaine d'éleveurs aujourd'hui, plus vous visez 150. La question est un peu la même. Hein. C'est pas sale d'avoir des bénéfices, c'est même plutôt bien d'avoir des accords gagnant-gagnant. Donc, vous, est-ce que vous réfléchissez, vous repérez les bénéfices on le lit un temps long, ils ne sont pas immédiats, mais c'est quoi de quoi on parle? De spirale positive, de choses qui vont vous rendre plus fort, plus intégré, plus... Alors du coup, vu qu'on passe par une association, pour l'entreprise en tant qu'entreprise, ça va pas nous faire développer notre chiffre d'affaires. Clairement pas. Par contre, le fait de faire ça avec les éleveurs et les éleveurs du coup qu'on fournit, ça nous permet tous ensemble, tous ces membres de l'association, d'avoir une relation beaucoup plus étroite avec les parties prenantes, que ce soit les centres de conditionnement, que ce soit les LPO, les acteurs du territoire, qui vont pouvoir graviter autour de ce projet. Est-ce que vous me permettriez l'expression que vous faites écosystème entre tous vos acteurs et Oui. vous dedans, au lieu d'être dans une position un peu pyramidale, de relation simplement de pair à pair, vous êtes... On est un écosystème puisque nous, on va apporter notre expertise, enfin mes collègues sur l'aviculture. On fait ça en partenariat aussi avec les chambres d'agriculture de région parce qu'eux ont le savoir-faire sur comment on plante un arbre. Parce que quand on plante un arbre, il faut qu'il repousse si on veut parler de biodiversité. C'est bête, mais il faut y penser. Et puis après, toutes les associations qui sont autour et qui peuvent nous aider à mesurer la biodiversité et les captages carbone et ce genre de choses. Un mot de la démarche entreprise engagée pour la nature proposée par l'OFB. Vous y réfléchissez, vous avez envie d'y aller Oui, on a envie d'y aller. Oui, on y réfléchit du coup. Après, on a besoin d'encore maturer un tout petit peu, donc, mais ça va être à l'ordre du jour très bientôt.
Merci Mathilde, vous restez là. Alors est-ce qu'on a des questions, des choses qui nous sont arrivées par chat? Ah ben voilà les questions. Mathilde Dubocage, un lien est-il fait avec la démarche végétale locale? Oui, on travaille avec, au-delà des pépinières dans notre territoire. Mais oui, il y a un lien qui est fait avec végétal local parce qu'en fait, on a mis en place une charte pour les adhérents pour qu'on puisse planter au-delà des essences locales, aussi avoir une part de végétaux qui viennent de la démarche végétale locale. Merci. Alors en attendant peut-être qu'arrivent d'autres questions, vous avez tous un peu, et en particulier tous les deux, dit ah nous on fait pas ça pour l'argent, en gros on n'en bénéficiera pas. Et quand on découvre le plan de France Relance là que j'ai eu l'occasion de lire récemment, on découvre que ce plan prévoit de favoriser l'achat responsable dans la commande publique. Et dans l'achat responsable, il y a évidemment la biodiversité. Est-ce que à un certain moment, l'impact concurrentiel que représentent vos efforts ne finit pas par va être un jour peut-être pris en compte, et est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant? Allez-y, juste oui. Voilà. C'est une bonne question parce que nous, on est en train de regarder sur nos fournisseurs, effectivement, ceux qui sont responsables. Alors peut-être pas encore sur la biodiversité, mais effectivement, un jour ou l'autre, ça va aussi nous retomber dessus, hein, finalement. Parce que si nous, on commence à regarder nos fournisseurs, j'imagine que nos clients vont aussi regarder un petit peu leurs fournisseurs. Donc ça viendra. Et en tout cas la commande publique par exemple. Oui. Ben, c'est pour ça que la RSE aussi nous intéresse, et pour ce cadre-là aussi. Mathilde, je vous voyais hocher la tête. Oui, bah évidemment, enfin, ça tombe sous le sens. Après, c'est pas des retombées directes qu'on a là maintenant, mais c'est sûr que dans des démarches RSE, ça va complètement s'inscrire. Et pour pouvoir aussi parler à nos parties prenantes ou des clients, des fois on va jusqu'à la grande distribution ou ce genre de choses, là ça devient intéressant. Une réaction de votre côté? Non. Alors on va passer à la question qui nous arrive par le chat. Est-ce que vous avez fait une synthèse écrite, chacun d'entre vous, de vos actions sur la biodiversité? Et je suppose, est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'on peut y accéder? Je ne sais pas comment il commence. Alors peut-être sur le golfe de Chantilly et les 3 golfs qui participent, et derrière le programme golf et biodiversité. Alors le programme Golf Biodiversité, d'abord, toutes les études et toutes les observations qui sont faites dans ce cadre intègrent en fait la base de données INPN. Donc toutes les observations abondent dans cette base et sont disponibles pour le public. Il y a un peu plus d'une 50aine de golfs maintenant engagés, et donc tous les documents sont publics. Et il y a une carte de France, il y a un site qui a été développé et qui est disponible sur le site de la Fédération française de golf, et qui est développé avec une cartographie des golfs, de toutes les actions, les rapports qui ont été faits par les entités naturalistes ou les bureaux d'études comme le vôtre. Et après, chaque golf, évidemment, dans le cadre de cet engagement, a vocation à éditer un rapport et un document de gestion environnementale du site. Parce que c'est bien de mettre des actions en place, mais il faut d'abord faire un état des lieux, ensuite les mettre en place, les évaluer. Merci. Nicolas, est-ce que vous aussi, alors vous avez fait des fiches, des expos pour les enfants, mais pour ceux qui nous suivent en ce moment sur cette séance, est-ce qu'on peut accéder à ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez documenté, comme on dit? Alors, le premier document qu'on a fait, c'était dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité, donc document qui reprenait toutes les actions à mettre en place, qu'on pourrait mettre à disposition, effectivement. C'est encore interne, mais c'est et on le trouverait où sur votre site? Vous avez un on site? peut le mettre sur le site, oui, tout à fait, sur notre site à Odyssée. J'en parlerai justement. Vous vérifiez avant. Hein. Oui. Okay. Et sinon, il y a la participation au colloque, conférence, que j'ai pu participer même à Pollutech au Canada. Donc à chaque fois, on met à jour finalement nos actions, là où on en est. Donc ça, c'est disponible par contre assez facilement. Là. Ok, donc en allant récupérer les événements. Voilà, je ne sais pas si le chat permet ça, mais si vous vous laissez, celui ou celle qui a posé cette question, si vous vous laissez une adresse qu'on confiera à Nicolas après, le jour où la décision interne sera prise de mettre à disposition la documentation relative à l'expérience, vous serez au courant. Mathilde et Loïc, sur cette idée de partager avec publiquement ce que vous faites. Alors nous, on est au début de la démarche, donc pour le moment, les indicateurs, on est en train de les construire et on attend des retours d'appel à projet, et puis on
On a une année un peu perturbée. Mais sinon, on a construit notre site internet où il y a énormément de choses déjà à disposition, ne serait-ce que les compteurs d'arbres, nos observations, nos plantations, le détail de certains projets. Donc là-dessus... Et le site, c'est pouletarbre.fr. pouletarbre.fr. Comme le nom de l'association. Poule et, mais comme une haie. Comme une haie. Au pluriel ou au singulier? C'est pluriel, parce qu'il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs. Poule et arbre, le tout au pluriel, tout attaché, tout collé.fr. Loïc? Oui, alors nous, effectivement, comme ça fait depuis 2013 qu'on est dans la SNB, on a effectivement un plan d'action de diversité et une stratégie qu'on a publié sur le site internet Equium. Donc c'est une politique et un plan d'action à l'échelle nationale. Et on est en train de développer, mais alors ça c'est plus en interne, site par site. Enfin, c'est un objectif, après on n'y est pas encore parce qu'on a quand même pas mal de sites, d'avoir un plan d'action biodiversité, mais par site. En tous les cas, celui qui est le plan d'action chapeau et national, il est sur le site internet. Qui est Equium, EQIOM.fr. Oui. Merci. Eh ben, ça me fait une transition rêvée pour la suite. On va rejoindre Mathieu Delaby de l'Office français de la biodiversité qui est derrière son ordinateur puisqu'il est à Marseille. Vous travaillez à la mobilisation et à l'accompagnement des entreprises et des territoires au sein de l'OFB. La question à laquelle on vient de répondre, est-ce que vous partagez vos données, je suppose, contient la question comment on peut participer, comment on peut s'en inspirer. Ben, c'est tout à fait l'esprit du programme Entreprises engagées pour la nature, pardon. Et c'est aussi l'esprit de ce World Forum de donner des clés pratiques pour agir ici et maintenant. Est-ce qu'on peut du coup détailler avec vous ce programme? Vous avez conçu les choses pour que ce soit pour l'entreprise un vrai engagement, au-delà des obligations réglementaires, mais qu'en compensation, ça soit aussi un vrai label, que l'effort soit vraiment reconnu et que ça ne soit pas, passez-moi l'expression, du greenwashing. Donc, est-ce qu'on peut détailler un petit peu et expliquer à ceux qui nous regardent comment rentrer dans la démarche? Alors, nous ici, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est juste une question de retour ici sur ce plateau ou si vous avez débranché votre micro, si c'est le cas de tout le monde. Bon, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, sauf erreur, sauf si on me fait signe depuis la régie qui est là-bas. On ne vous entend pas. Si nous, on ne vous entend pas, c'est que personne ne vous entend, c'est ça? Bon, donc on a un petit problème de connexion avec vous. Mathieu, du coup, peut-être qu'on va prendre une question et entre-temps voir si on vous récupère et puis surtout mettre à disposition le PowerPoint. Une petite question qui nous arrive par le chat. Les orientations de la politique agricole commune de l'Union européenne ont-elles un effet sur la biodiversité? Je vais me tourner vers vous, Nicolas. Moi, j'ai une idée de la réponse, qui est évidemment oui. Suivant qu'on met en avant l'agroécologie ou une agriculture intensive très sous perfusion de pétrole, évidemment, on a des effets différents. Un petit commentaire, vous avez le droit de dire que vous êtes pris de court et que ce n'est pas votre job, hein, mais voilà, c'est le jeu. Effectivement, ce n'est pas le domaine que je maîtrise le plus, mais effectivement, des actions en faveur la biodiversité sur des surfaces très grandes seront forcément positives. On le voit de par les pratiques et les espèces reviennent très très vite. J'ai donné un exemple, parce qu'on parlait du ral déjeuner là tout à l'heure. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire des inventaires dans un site agricole. On avait du ral déjeuner parce qu'on était sur une parcelle qui était gérée vraiment très favorablement pour les espèces avec très peu d'intrants. Donc la PAC étant sur une dynamique également en faveur de la biodiversité, on a un effet positif derrière. Donc il faut, quand on permet aux agriculteurs d'agir avec des pratiques qui leur permettent de gagner honnêtement leur vie et en même temps de prendre soin du capital biodiversité sur laquelle toute la communauté humaine repose, ça a des effets évidemment. C'est pas simple, on l'a bien compris, on est aussi aux prises avec un marché mondial, mais la réponse est donc oui. Pendant qu'on n'a toujours pas récupéré Mathieu, quel est l'impact aujourd'hui des activités humaines sur la biodiversité des zones agricoles? C'est un petit peu la même. Est-il identique dans les différents types d'agriculture? On vient de répondre, hein, suivant qu'on est en agroécologie avec des arbres, et on le voit on pourrait répondre sur les poules, hein, par exemple. L'effet n'est évidemment pas le même sur la biodiversité autour. Oui, on vient d'y répondre. C'est pas du tout la même gestion et la même approche. Là, on était sur les poules, mais oui, dans les parcours, on ne retrouve pas les mêmes espèces.
Et la manière d'avoir planté, de faire attention à notre impact influe forcément sur la biodiversité. Monsieur Vallée, avez-vous pensé à faire un peu de permaculture ? Alors, je pourrais répondre à cette question de manière assez facile, parce qu'au sein du groupe Odyssée, on a une structure qui justement est permaculture. Donc on a une activité de permaculture et on fait un suivi justement des espèces présentes, parce qu'on a fait l'aménagement écologique de cette zone. Bon, une petite définition très ramassée de la permaculture, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça. C'est pas l'ennemi de l'agroécologie, c'est plutôt une façon, la permaculture, d'avoir une vision un peu holistique, on dit, qui prend en compte l'ensemble des facteurs dans lesquels elle se déploie, humains, en tant qu'espèce, etc. C'est vraiment travailler en manière très, très biologique, en mettant en association les espèces et en favorisant finalement le vivant qui vient également gérer je pense au hérisson, on en parlait tout à l'heure. Le hérisson peut arriver sur un site, gérer manger les escargots, les limaces. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une méthode qui permet d'avoir une production assez intéressante, sous peut-être même des petites surfaces, mais en faveur de la biodiversité. Une question pour Monsieur Dorbeau. Dans le golf, comment se passe c'est quoi d'abord la gestion différenciée, rapidement, et puis est-ce que les pratiquants prennent bien ce que vous faites en matière de biodiversité, ou est-ce vous avez des retours avec des gens qui veulent un golf à l'américaine absolument lisse comme tous les Disney World du monde? Alors la gestion différenciée, en fait, c'est une gestion différente par rapport à chaque type d'espace. On va pas entretenir des greens de golf de la même manière que les prairies, les grandes prairies sur lesquelles on va intervenir un minimum. Donc chaque zone en fait est entretenue de manière extrêmement différente et surtout doit permettre une communication entre elles. C'est-à-dire que les zones les plus naturelles doivent toutes communiquer, tous les espaces naturels doivent communiquer et à l'intérieur de ça, aménager les zones qui sont intéressantes pour le jeu. On sait que le golfeur va statistiquement plus à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Généralement, le jeu s'organise du départ pour aller suivre une piste, arriver au green. Il est évident qu'autour du départ, on peut laisser la nature reprendre beaucoup plus de droits et de liberté que sur la zone où généralement toute la balle retombe sur le premier coup. Donc on va aménager en priorité pour le golfeur certaines zones et on va libérer pour la nature toutes les autres. Pas avoir une pression identique sur la nature partout. On le fait là où il doit y en avoir une autour du green. Bon voilà, il faut que la balle rebondisse et roule comme sur un tapis de billard. Mais on n'a pas besoin de ça partout. Sur le reste, le minimum que l'on puisse faire. Et comme vous l'avez précisé, le jeu de golf a tout son intérêt dans le fait que le golfeur s'entraîne à faire rouler la balle dans un trou. Si la surface est totalement aléatoire dans son comportement, on enlève 90%, 95% de l'intérêt du jeu. Pour l'arrivée, mais sur le reste des zones de jeu, on a son talent, ses clubs, la balle et l'environnement pour se faire plaisir. Oui, et même les moutons ont inventé les bunkers, c'est bien, et on les a conservés pour créer on s'ennuie si c'est trop lisse. Et les zones humides, les plans d'eau qui servent à alimenter l'irrigation, les mares d'eau forestière, enfin il y a plein de types d'aménagements, des haies, des petits habitats totalement différents et qui permettent d'agrémenter le jeu. Dernière question rapidement, toujours en provenance du chat. Combien d'espèces floristiques patrimoniales sont préservées sur le golfe de Chantilly? Alors on a un IQE qui l'a parfaitement en fait référencé. Je vous l'ai dit, on avait 480 espèces, toutes confondues, flore et faune, qui étaient référencées sur le site. On en avait en plus à peu près 40 qui étaient menacées ou en danger. Donc, et d'autres certaines, comme par exemple on a retrouvé des genêts ailés qui avaient disparu de la région, ou des lèches appauvries qui sont assez rares et qui ont été retrouvées depuis quelques années et dont les zones sont plutôt en bonne santé ou en progression. On va essayer de voir si on a retrouvé en direct de Marseille Mathieu Delaby, et surtout le son de Mathieu Delaby parce qu'on avait l'image. Petite tentative, Mathieu, est-ce que vous nous entendez? Oui, vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend pas.
Alors, on va s'arrêter là. Comme on dit à la télévision, ce sont les aléas du direct. Je vois Monsieur Bertrand, peut-être que vous pouvez nous rejoindre. Moi, je vais faire une très rapide synthèse de ce que allait nous dire Mathieu. C'est que le programme engagé pour la biodiversité, et si vous voulez compléter, je vous invite à nous rejoindre, Monsieur Bertrand, il prévoit de s'engager. Hein. Il y a 10 principes qui ont été 10 principes communs que quand on veut s'engager dans la démarche, on signe, hein. Bon, on les découvre, on les lit, et cette étape étant passée, on doit mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire un diagnostic des impacts de son entreprise et un plan d'action pour les réduire et permettre que dans tous les champs de l'entreprise, la supply chain, les fournisseurs, l'activité elle-même, etc., la vente, on soit en mesure d'évaluer et de faire progresser la biodiversité. En gros, ce sont les 2 temps et on obtient le label, on peut se revendiquer d'entreprise engagée pour la nature que quand le plan d'action est effectivement sur la table et qu'il a été observé et évalué. Alors, le engagé pour la nature, enfin, entreprise engagée pour la nature est avant tout une reconnaissance avant d'être un label. C'est un engagement, comme son nom l'indique, hein, à aller vers une démarche plus respectueuse ou en faveur de la biodiversité, de la nature, avec des jalons dans le temps qui permettent de mesurer l'effectivité et les résultats de cet engagement. Mais l'entreprise se déclare engagée pour la nature dès le départ. Mais disons qu'on peut s'en revendiquer ou en faire, parce que c'est pas un problème que ces efforts soient reconnus, y compris par ces consommateurs. Moi en tant que consommateur, j'ai envie d'aller privilégier des entreprises engagées pour la biodiversité, par exemple, ou demander à mes fournisseurs de le faire. Mais on ne peut donc du coup se revendiquer de ce label que lorsqu'on a vraiment engagé une démarche, et comme ceux qui sont avec nous cet après-midi, lorsqu'on a effectivement évalué les choses et fait un plan d'action. Oui, faire un plan d'action, effectivement, qui va être ensuite évalué avec des résultats à démontrer à l'issue de 2 ou 3 ans. Mais l'engagement, il est au départ, dès le début de la reconnaissance. Engagé pour la nature, ça vise plusieurs publics. Ça vise les entreprises, donc au travers de cette reconnaissance engagée pour la nature. Ça peut viser aussi les collectivités territoriales, dans un autre dispositif qu'on appelle territoire engagé pour la nature, ou alors plus globalement, il y a un autre dispositif partenaire engagé pour la nature qui lui est encore plus large. Par exemple, en Hauts-de-France, nous avons 4 collectivités qui sont engagées, qui sont donc reconnues territoire engagé pour la nature. Je complète en disant que les entreprises, ce ne sont pas seulement les grosses entreprises, c'est-à-dire que ce programme s'adresse aussi aux petites, moyennes entreprises. Chacun fait à son niveau, hein, et c'est intéressant que l'ensemble, TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, des entreprises s'engagent. Il n'y a pas besoin d'être en grand groupe international et des collaborateurs qui dédient leur temps à ça. On peut s'engager, vous l'avez conçu comme ça, même avec des moyens limités. Le dispositif est effectivement ouvert à toutes les entreprises. Un des gros avantages de ce dispositif est de créer du réseau, du lien. Ce que je disais tout à l'heure dans mon discours un peu introductif, hein, c'est qu'il y a une émulation collective qui se crée au travers de ce type de dispositif, des partages d'expériences, des accès à des centres de ressources, notamment ceux portés par l'OFB, mais pas que nous, bien évidemment. Donc c'est le fait on l'a vu hein, dans les exemples qui nous ont été relatés, l'importance de cette connexion, de agir ensemble, de ce réseau, parce qu'il y a beaucoup besoin d'ingénierie, souvent, pour aller vers des solutions en faveur de la biodiversité. Ces réseaux permettent cet accès à l'ingénierie, et puis je le répète, de créer de l'émulation collective. Il s'agit de faire écosystème, de rentrer dans un écosystème, on l'a entendu au travers de vos témoignages, et que s'y produisent peut-être ce que le recteur de l'Université catholique de Lille appelle des rencontres improbables qui débouchent sur d'autres opportunités de vivre, de se développer, de faire du business, mais aussi peut-être de prendre du plaisir et de la joie à ce qu'on fait.
Je vais vous remercier chacun et chacune d'avoir participé à cette session. La session, on a presque terminé. Vous pouvez rester avec nous. Vous remerciez vous qui nous suivez depuis votre écran d'avoir participé, d'avoir joué le jeu du chat avec nous. Un petit regret pour Mathieu Delaby qui nous attend de Marseille, mais bon, vous aurez l'occasion, c'est possible de lui parler. Il y a d'autres dates qui présentent Engagés pour la nature en France, dans d'autres manifestations. Il y en a depuis début septembre, il y en a au cours de l'automne. Et puis il y a aussi surtout un site internet qui s'appelle ofb.gouv.fr sur lequel vous pouvez retrouver à la fois des dates et à la fois la façon dont on peut s'engager dans Entreprises engagées pour la nature. Merci de votre attention. Bonne fin d'après-midi. Nous en allons nous remettre nos masques. Bon après-midi.